Bonjour et bienvenue à la webconférence Les programmes de deuxième cycle en traduction et terminologie et merci de votre intérêt. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable de promotion et d'information sur les études pour la faculté et je suis accompagnée de M. Louis Jolicoeur, directeur des programmes, ainsi que d'Émilie Corona-Charbonneau, étudiante à la maîtrise en traduction et terminologie. Nous avons recensé les questions les plus couramment posées par nos futurs étudiants et aujourd'hui, nous y répondrons. Émilie, pour sa part, témoignera de son expérience au programme. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre à la fin, durant la période de questions. Mais tout au long, vous pouvez également utiliser l'outil questions-réponses en bas de votre écran à gauche pour écrire vos questions et, bien entendu, nous y répondrons avec plaisir. La séance d'information sera enregistrée et elle durera autour de 20 minutes de présentation. Nous sommes également en direct sur Facebook, donc n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, Louis, je vous laisse la parole pour cette présentation. Donc, bonne présentation et une bonne écoute. On se retrouve à la fin, je reviendrai pour la période de questions. Merci Mélanie, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Donc, comme Mélanie l'a dit, je suis le directeur des programmes de maîtrise et doctorat ainsi que du DESS en traduction et terminologie ici à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Alors, ça fait plusieurs années, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. C'est agréable d'être directeur d'un programme dynamique avec des étudiants toujours très motivés. Surtout que nous sommes en lien direct avec un marché du travail qui est extrêmement en demande de nos étudiants. Alors, c'est toujours agréable de vendre un peu nos programmes quand on sait qu'une fois terminé, les étudiants vont s'insérer dans un milieu de travail qui les attend avec impatience. Alors, la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi choisir les cycles supérieurs en traduction et terminologie? Bien, justement, je vous dirais que quoi qu'on puisse penser de l'évolution technologique de notre secteur, il y a toujours énormément de demandes pour les traducteurs en chair et en os, les êtres humains qui tiennent crayon et clavier et qui traduisent. Bien sûr, on ne ferme pas les yeux sur tous les bouleversements technologiques que nous vivons dernièrement, mais on les insère dans notre formation, puis on essaie de faire de nos traducteurs, de nos traductrices, des personnes aptes à les utiliser, à travailler donc plus vite, de façon plus efficace. Ça change quand même le domaine. C'est entendu hein, que ces nouvelles technologies vont modifier beaucoup de choses, mais entre autres, ce que ça veut dire, c'est qu'on va traduire beaucoup plus désormais. On va avoir besoin d'autant de traducteurs que dans le passé, c'est simplement qu'on va traduire beaucoup plus. On traduit 3-4 % de ce qu'on devrait traduire, que ce soit les lois, les documents de tout type, les descriptions d'appareils, les modes d'emploi, etc. Il y a 1000 choses qu'on n'a jamais eu le temps de traduire et qu'on pourra traduire maintenant parce qu'on va traduire plus vite. Donc, c'est quand même important. Il faut savoir aussi que nos programmes s'adressent à toute personne ayant déjà un baccalauréat. Beaucoup sont étonnés de ça, mais en fait, il ne faut pas trop s'étonner. Le bac que tous nos étudiants font, ben, ça peut être un bac en génie, ça peut être un bac en foresterie, ça peut être un bac en littérature, c'est déjà un peu plus près, c'est l'écriture, mais honnêtement, ça peut être très éloigné en apparence, un bac en musique, un bac en nursing, en droit. Ce sont des personnes qui ont été évidemment intéressées par leur domaine, mais qui ne sont pas sûres de vouloir véritablement exercer la profession d'ingénieur, d'infirmière ou je ne sais trop. Alors, ils voudraient tirer profit de leurs connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur bac et mettre ça à profit autrement. Sur le plan, par exemple, de la traduction, et ils se sont peut-être rendus compte en étudiant les sciences infirmières que les 3 quarts de leurs ouvrages étaient en anglais, puis ils ont envie peut-être de travailler à rendre ça accessible en français. Ils savent qu'il y a des besoins dans le marché, puis ils se disent, tiens, je vais devenir traductrice, moi, dans mon domaine, tout en m'ouvrant évidemment à tous les autres domaines, parce que la plupart de nos finissants sont aptes à travailler dans tous les domaines. Évidemment, il y en a qui préfèrent certains domaines à d'autres, notamment à cause de leur formation antérieure ou simplement parce que, même s'ils avaient une formation en foresterie, ils ont toujours eu une âme littéraire. Et puis là, ils viennent faire une maîtrise en traduction avec l'idée que peut-être ils pourraient se consacrer surtout à la traduction littéraire ou à la traduction dans le monde des sciences sociales, dans le journalisme. Évidemment, quelqu'un qui a un bac en journalisme et qui vient faire sa maîtrise chez nous, on s'attend probablement à ce que cette personne soit intéressée par la traduction dans le secteur du journalisme. Donc, ça s'adresse un peu à tout le monde, mais une personne évidemment qui s'intéresse à la langue française, qui a une bonne connaissance de l'anglais ou de l'espagnol. On va voir Émilie tout à l'heure qui a
la chance de travailler avec ces deux langues-là. Donc, finalement, ça s'adresse à toute personne qui a un intérêt pour les langues et qui souhaite en faire un métier, en sachant que la traduction, c'est pas uniquement traduire d'une langue à une autre, ça comprend aussi le travail de révision. Il y en a qui vont aller vers l'interprétation. Nous avons un cours d'interprétation à la maîtrise. C'est une initiation, mais il y en a qui sont vraiment piqués par ça, puis qui vont aller poursuivre après leur maîtrise ici, une autre maîtrise en interprétation à Toronto, à Ottawa, à Genève, à Londres, à Paris. Alors, c'est vraiment ouvert à toutes sortes de personnes comme ça. Et dernière question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi la maîtrise au lieu d'un bac? C'est qu'il faut comprendre que jusqu'à il y a quelques années, le seul diplôme qui était vraiment reconnu par notre ordre professionnel, qui s'appelle l'OTIAC, l'Ordre des traducteurs, terminologues, interprètes agréés du Québec, c'était le bac. C'était la formation complète de 3 ans avec tous les cours de base. On initiait les étudiants, les cours de grammaire française, grammaire anglaise, des cours de transfert linguistique, c'est comme ça qu'on appelle les cours véritablement de traduction de l'anglais vers le français. Le bac était complet. La maîtrise était vue par certains comme, ouais, c'est quoi ça la maîtrise? C'est pas aussi long, etc. Puis finalement, à force de se battre avec notre ordre professionnel, on a obtenu la reconnaissance de la maîtrise au même titre que la reconnaissance du bac il y a 2-3 ans seulement. Donc, évidemment, à l'époque, quand j'essayais de vendre la maîtrise par rapport au bac, j'avais cette petite difficulté. Évidemment, les gens me disaient, ben oui, mais apparemment, votre ordre reconnaît davantage le bac. Ils avaient raison. C'était difficile de contrer de tels arguments. Ce n'est plus le cas. La maîtrise est reconnue au même titre et c'est pas pour rien qu'on s'est battu pendant toutes ces années. Bien sûr, la maîtrise est plus courte que le bac. Mais il ne faut pas oublier que la personne qui a son bac en génie, en nursing ou en littérature, elle n'arrive pas de nulle part, elle arrive avec cette formation et cette richesse-là, et son désir de mettre ça à profit dans un milieu de langue. Donc ça, c'est pas rien. Alors, il faut prendre ça en compte aussi. Et ces personnes, souvent, en plus, ont connu le marché du travail. Beaucoup viennent de toutes sortes d'horizons. Ils ont un bac, mais ils sont allés 2-3 ans, puis c'est là qu'ils ont découvert finalement qu'ils aimaient faire de la traduction. Ils reviennent avec un désir de faire la maîtrise. Ils sont extrêmement bien armés, ils sont très solides. Et là, finalement, notre ordre a reconnu ça. Il y a des stages, bientôt ils seront obligatoires, pas pour le moment encore, mais bientôt ils le seront. Donc, ils sont formés aussi sur le plan pratique. Ils entrent à l'ordre et puis ils sont généralement d'excellents traducteurs. Donc, voilà en gros si vous voulez, le topo pour ce qui est de la maîtrise, pourquoi elle existe par rapport au bac, comment ça se fait qu'elle est ouverte à tout le monde. Voici un peu comment je pourrais l'expliquer. Il y aura peut-être des questions là-dessus parce que ça étonne parfois certaines personnes, puisque la grande majorité des maîtrises à l'Université Laval sont des continuations du bac. Eh bien, ce n'est pas le cas chez nous. Il faut comprendre que la maîtrise, elle est ouverte à peu près tout le monde et qu'en fait, il y a très peu d'étudiants du bac en traduction qui viennent faire la maîtrise en traduction. Ils n'en ont pas véritablement besoin. Le bac forme très bien nos traducteurs et la maîtrise aussi. Ils n'ont pas besoin nécessairement des deux. Certains vont faire une maîtrise parce qu'ils voudraient, ils ne sont pas tout à fait sûrs, ils voudraient parfaire certaines connaissances, mais souvent ils viennent faire la maîtrise avec mémoire. La maîtrise avec mémoire ne mène pas à la profession. C'est plus une réflexion, ça peut mener au doctorat, etc. Il faut que ce soit bien clair. Si vous faites une maîtrise avec mémoire, vous ne serez pas admis à l'ordre. Mais si vous avez un bac en traduction, vous êtes admis de toute façon. Vous pouvez faire une maîtrise avec mémoire pour le plaisir, pour réfléchir aux enjeux de la traduction, peut-être donner des cours à des étudiants du bac, peut-être songer à une carrière universitaire. Il y a peu d'étudiants. Hein. La grande majorité font la maîtrise avec essai, qu'on appelle. Ça s'appelle la maîtrise tout court maintenant. Mais on prend un essai, qui est une longue traduction pour mettre la main à la pâte un petit peu. Alors maintenant, si vous me permettez, je vais demander à Émilie, notre étudiante de la maîtrise en traduction et terminologie avec essai, justement, elle va nous en parler un peu de son essai, de nous parler d'abord de façon générale de ce qui l'a amené chez nous, puis peut-être après de son essai, parce que c'est un essai bien particulier qu'elle va faire. Alors Émilie, à vous la parole. Merci, M. Jolicoeur. Donc, oui, je suis étudiante au deuxième cycle depuis maintenant 2 sessions. Une chose que j'ai remarqué avec la maîtrise, c'est que, en effet, il y a vraiment beaucoup de personnes qui viennent de plein d'horizons différents. C'est d'ailleurs mon cas. J'ai fait un bac en études internationales et langues modernes. Et puis, à la dernière session, tous les étudiants sont souvent confrontés à ensuite, qu'est-ce que je fais? Mon bac était il y avait beaucoup de débouchés, mais je voulais me spécialiser dans quelque chose. Je voulais que ça ait rapport avec les langues, avec les relations internationales. C'est pour ça que la traduction et même l'interprétation m'ont intéressée. Et j'ai vu que l'Université Laval offrait
un bac et une maîtrise en traduction. Donc, le facteur temps était quand même quelque chose d'important pour moi. J'avais pas envie de faire un deuxième bac. J'ai quand même assez hâte de quitter les bancs d'école, de commencer à travailler. Donc, c'est pour ça qu'initialement, je me suis inscrite au DESS, qui était 1 an, 30 crédits, donc ça me convenait davantage. J'ai passé l'examen d'admission qui est nécessaire au DESS et à la maîtrise. Examen qui est comme une courte traduction, 2 courtes traductions, on a droit à nos dictionnaires et c'était la première fois de ma vie que j'ai eu du plaisir à faire un examen. Parce qu'habituellement, un examen, c'est plus pratique, c'est pour évaluer. Mais j'ai vraiment eu du plaisir, donc je savais que j'avais déjà fait un bon choix de départ. Ensuite, à ma première session, au travers des cours, j'ai vu que j'avais vraiment beaucoup de choses à apprendre, que c'était un domaine encore plus complexe que ce que j'avais anticipé. Puis, finalement, les professeurs m'ont convaincu que la maîtrise serait en effet peut-être mieux pour moi parce que mon objectif était de faire partie de l'OTIAC, de l'ordre, parce que je voulais un certain encadrement dans ma profession. Donc, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai changé pour la maîtrise avec essai. D'ailleurs, mon essai, je l'ai eu grâce à M. Jolicoeur dans mon cours de traduction littéraire. On avait une traduction longue à faire et je n'arrivais pas à trouver un sujet pour ce travail. Donc, j'en ai fait part à M. Jolicoeur qui, la même semaine, a reçu le courriel d'un auteur chilien qui cherchait à faire traduire son roman. Mais M. Jolicoeur n'avait malheureusement pas le temps pour, donc il a décidé de le proposer à ses étudiants, ce qui a été bon pour moi parce que maintenant, je suis en train de traduire un roman d'environ 200 pages en espagnol, de l'espagnol vers le français. Initialement, on était peut-être supposé être 2 à le faire. Finalement, l'autre personne s'est désistée. Donc, cette aventure retombe entièrement sur moi et j'en suis vraiment heureuse. Je ne m'attendais pas à avoir une telle opportunité aussitôt. Je veux dire, première session, j'ai une telle opportunité, publication avant la fin de ma maîtrise, à la sortie de la maîtrise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionnée. Donc, on a vraiment beaucoup d'opportunités au deuxième cycle en traduction. Les professeurs sont toujours présents pour nous, toujours prêts à nous aider. D'ailleurs, dans les cours, c'est moitié théorie, moitié pratique. C'est quelque chose que j'ai toujours souhaité de mes cours, puis c'est le cas. On a beaucoup de lectures à faire qui est comme la partie théorique, mais dans les cours aussi, on a des ateliers de traduction ou on a des préparations de traduction qu'on partage en classe pour voir comment certains traduisent, voir comment ça serait mieux. Donc, c'est vraiment des expériences très enrichissantes. On a même des conférenciers qui viennent, des traducteurs professionnels qui nous parlent de leur quotidien en tant que pigistes ou en tant que traducteurs d'agence. Donc, on a vraiment une belle vue d'ensemble sur la profession. Quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu du deuxième cycle en traduction. Voilà. Merci, Émilie, c'est vrai. Puis il y a des choses que vous venez de dire que j'ai oublié de mentionner. Hein. J'ai oublié de parler du DESS. Je vous ai parlé de la maîtrise avec mémoire, de la maîtrise avec essai, mais il y a aussi le DESS. Alors, le DESS ne donne pas non plus accès à l'ordre. Ce sont des cours de base pour des gens qui veulent une formation, qui sont souvent déjà sur le marché du travail, qui ont touché à la traduction, mais de façon un peu informelle. Ils viennent faire le DESS et ils se sentent plus aguerris ensuite pour retourner au marché du travail. Mais ils n'ont pas accès avec ça à l'ordre professionnel. Et c'est comme ça que je réussis à convaincre des personnes comme Émilie qui s'inscrivent au DESS. Ben, vous savez, ce serait peut-être plus intéressant de passer à la maîtrise. On le conserve quand même parce qu'on sait qu'il y a des besoins assez ponctuels. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le DESS, mais pour le genre de profil de personnes dont je viens de vous parler, là, des personnes qui ne veulent pas nécessairement entrer dans l'ordre, mais qui veulent améliorer leurs aptitudes en traduction. Mais la différence entre le DESS et la maîtrise avec essai est assez au fond, elle tient à peu de choses, c'est l'essai lui-même. Et souvent, comme je le dis, ben, c'est dommage de se priver de l'essai. Non seulement l'essai va vous donner une maîtrise plutôt qu'un DESS et vous donner accès à l'ordre, mais c'est la partie presque la plus intéressante de notre maîtrise. Vous travaillez de façon personnalisée avec un prof. C'est ce qu'Émilie va faire avec son roman chilien. Elle travaille avec moi, donc on s'échange par tranche de 500 mots, différents extraits chaque semaine, jusqu'à temps qu'on ait terminé. Et puis là, ça va être l'essai. C'est un travail personnalisé avec un prof, surtout qu'à distance, on le faisait à distance avant, de toute façon, c'est très facile de travailler. Donc, c'est vraiment pour ça que la maîtrise avec essai, la maîtrise, donc, est parmi nos 3 programmes de deuxième cycle, nettement le plus populaire.
J'avais oublié de parler aussi de l'examen d'admission. Émilie en a parlé. Je suis content de savoir, Émilie, que vous avez carrément aimé l'expérience. C'est vrai que c'est rare qu'on aime faire des examens. Mais l'examen d'admission, il faut avoir une moyenne quand même autour de 3 hein, pour être admis à la maîtrise. Ça, c'est une règle de toute l'université. Vous avez un bac en littérature ou en études internationales et langues modernes, comme Émilie, ben, ça prend quand même 3 pour entrer à la maîtrise. Mais il faut tout de même avoir fait l'examen. L'examen nous permet de vérifier si vous avez les aptitudes nécessaires. Vous pouvez adorer les langues, etc., mais vous faites un examen d'admission, puis je vois, moi, en corrigeant, que vous avez vraiment des faiblesses en rédaction française et en compréhension de l'anglais. Ce sont les deux choses que je vérifie. Vous avez vu que dans le cas d'Émilie, elle va travailler de l'espagnol. Nous sommes tout à fait ouverts à l'espagnol. La plupart des cours restent quand même en anglais-français. Mais on ouvre la possibilité de faire l'essai en espagnol et même dans certains cours, quand c'est mon cours, parce que moi je travaille l'espagnol, je permets aux étudiants de faire leurs travaux aussi de l'espagnol au français. Mais il faut comprendre que nous formons des traducteurs essentiellement de l'anglais au français. C'est à ce titre qu'ils vont être admis à notre ordre professionnel. Donc, il ne faut pas l'oublier. Alors, si vous voulez, j'aimerais voir avec vous rapidement la structure du programme. Alors, si vous me permettez, je vais faire un partage d'écran ici. Et je vais donc vous montrer, si vous googlez maîtrise en traduction et terminologie, vous allez arriver à cette page, d'accord? Et puis, je vais enlever ma mosaïque ici pour continuer de voir les participants. Donc, vous allez arriver ici, vous cliquez sur la description officielle et sur ensuite la structure du programme. Et vous arrivez à ça. Donc ça, et là, j'ai la maîtrise en traduction et terminologie. Hein. Vous allez aussi trouver le DESS et la maîtrise avec mémoire. Et comme je me disais, c'est celle-ci qui est la plus populaire, avec raison. Donc, c'est celle que je vais vous montrer. Mais si vous voulez voir les autres, vous n'avez qu'à modifier un peu votre recherche. Donc ici, vous avez c'est une structure assez simple. Il y a des structures parfois assez complexes dans nos programmes à l'Université Laval et à notre faculté, mais ici, la structure est assez simple. Vous avez 3 cours obligatoires, un cours de traduction générale un cours, et 2 cours de terminologie. La terminologie, même si vous ne devenez pas terminologue, hein, je vous rappelle le titre de notre programme, c'est la maîtrise en traduction et terminologie. Alors, il y en a qui vont opter pour la terminologie. C'est assez peu de nos étudiants, mais ils vont souvent travailler, par exemple, à l'Office de la langue. Ils font de la terminologie. Ils établissent des lexiques, ils réfléchissent au néologisme. Ils travaillent avec d'autres collègues pour essayer de, lorsqu'il y a des nouveautés qui arrivent dans notre société, il faut qu'on pense aux termes pour les décrire. Les nouvelles technologies, bien sûr, mais toutes sortes de choses. Même sur le plan politique, il y a des événements qui se passent tout le temps qui demandent parfois une réflexion terminologique. Donc, les terminologues, c'est important, mais c'est un beaucoup plus petit groupe que les traducteurs, évidemment. Par contre, on estime que la terminologie est très importante dans la formation du traducteur. Alors, on a 2 cours obligatoires en terminologie et un cours, tout ça se fait donc surtout le premier cours de terminaux qui est préalable au deuxième, donc on ne peut pas les faire en même temps. Traduction générale et terminaux bilingues, ça se fait souvent en première session, en septembre. Beaucoup d'étudiants sont à temps partiel. Hein. Comme je le disais, ils viennent de toutes sortes d'horizons. Il y en a qui ont des familles, qui ont des emplois. Alors, si vous avez 2 cours à faire en première session, vous faites ces 2-là. Ensuite, vous avez l'essai, qui est obligatoire, 12 crédits sur les 45. Et ensuite, vous avez des cours de traduction spécialisée. Nous en avons plusieurs, techniques, littéraires, scientifiques, économiques, juridiques, sciences humaines et sciences sociales, administratives et politiques. Donc, selon votre intérêt et selon votre formation antérieure, vous choisissez les cours de spécialité qui vous intéressent. Il y a un cours d'interprétation que je donne parce que je suis interprète de conférence. Je le donne pas très souvent, mais on le donne justement en septembre prochain. Alors, il est ici. Ensuite, vous avez des stages. Comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, il est possible que nos stages deviennent obligatoires, ce qui accélérerait encore davantage l'entrée dans notre ordre professionnel. Ça, c'est quelque chose qui nous semble intéressant. On espère pouvoir régler ça d'ici quelques mois. Là, le stage serait obligatoire et automatiquement, diplôme en main, vous entrez dans l'ordre professionnel. Alors que pour le moment, il y a une période de mentorat, il y a une question de code de déontologie qu'il faut acquérir. Et puis dans le mentorat, il y avait une partie qui était justement une forme de stage, mais tout ça ne sera plus obligatoire dans la mesure où le stage devient obligatoire au sein même du diplôme.
Et enfin, vous avez des cours dits connexes. Ce sont des cours de langue, de linguistique, ça peut être des cours de littérature. En fait, la liste est beaucoup plus longue que ce que l'on voit ici, parce que si, par exemple, vous me dites, moi, je vais faire mon essai euh, en traduction technique avec un volet d'ingénierie important, puis vous me dites, j'aimerais ça prendre un cours en génie. Ben, allez le prendre, je vais vous le reconnaître ici. Alors, ici, nous avons mis des cours généraux qui ne sont pas des cours de transfert linguistique. Hein. C'est tout négocié avec notre ordre professionnel. C'est même le gouvernement qui demande à ce que les personnes qui ont des programmes professionnels comme le nôtre aient aussi des cours un peu à l'extérieur de leur profession même. Donc, linguistique différentielle, c'est intéressant pour un traducteur de faire une comparaison entre, par exemple, la stylistique française et la stylistique anglaise pour éviter de trop utiliser, je ne sais trop, la forme passive en français qui est plus populaire en anglais qu'en français, par exemple. C'est le genre de choses qu'on utilise là-dedans. Mais ce n'est pas un cours de traduction. Donc, il est dans la règle 4. Théorie de la traduction, ça parle de traduction, mais on ne fait pas de la traduction. Donc, c'est là. L'idée, c'est de réserver les cours de la règle 2 vraiment à de la traduction. Là, on veut que les étudiants traduisent. Ici, ils réfléchissent à des choses périphériques à la traduction ou pertinentes par rapport à leur essai. Quelqu'un qui travaille en traduction littéraire pourrait très bien aller faire un cours de littérature, par exemple au département de littérature. Émilie pourrait faire un cours avancé de littérature latino-américaine. C'est évident que je vais le reconnaître. Si elle fait son essai en génie, ben, je vais peut-être lui dire, ben, est-ce que c'est vraiment pertinent? Donc, on fait preuve de beaucoup de souplesse quand même ici. Et puis, il y a la possibilité de faire un séjour à l'étranger aussi. C'est pas très populaire parce que le programme est court, les gens sont très occupés, beaucoup travaillent, ont des familles, etc. Beaucoup d'étudiants partent en échange au bac, mais à la maîtrise beaucoup moins. Mais cette session, cette année, bizarrement, en pleine pandémie, j'ai 2 étudiants qui veulent partir, l'une à l'automne. J'espère que ça va marcher. Pour le moment, la mobilité internationale reprend à l'automne, mais on verra bien. Et l'autre, en janvier, en Espagne. Alors, encore une étudiante qui s'intéresse à la langue espagnole. On en a quand même pas mal. Quand on part en échange dans un milieu hispanophone, évidemment, les cours vont être à partir de l'espagnol, mais je les reconnais dans la règle 2, un cours de traduction littéraire fait à l'Université de Barcelone en espagnol-français. Ben, je le mets ici à la place de celui-là, même si ce n'est pas en anglais-français. C'est évidemment les meilleurs étudiants qui partent à l'étranger, donc on est assez sûr d'eux, on sait qu'ils sont quand même solides en anglais-français, on leur permet de faire plus d'espagnol-français que s'ils étaient restés ici. Alors voilà, je vais quitter maintenant mon partage d'écran pour revenir. Voilà un peu la structure du programme. Et puis, vous pourrez nous poser des questions si vous voulez, mais je pense qu'en vous rendant directement sur le site, vous allez avoir pas mal d'informations. Et puis, vous pouvez toujours m'écrire aussi, Louis Jolicoeur. L'adresse apparaît dans le site quand vous allez dans des informations complémentaires. Vous allez trouver mes coordonnées et celles de mon agente, Pascal Ruel. Bon, pour terminer, on m'avait proposé de parler un petit peu de l'emploi, des besoins du marché, les avantages bac-maîtrise. Alors, rapidement, je vous dirais ceci. Les perspectives d'emploi, j'en ai glissé un mot en intro, elles sont toujours très bonnes, malgré les craintes que les nouvelles technologies peuvent laisser apparaître dans l'esprit de certains. Il faut comprendre que certains domaines vont être plus susceptibles d'être occupés par les nouvelles technologies. Hein. Il y a des domaines, je ne sais pas moi, la météo, c'est extrêmement facile à traduire. Quelques descriptions très techniques, vous passez ça dans un traducteur en ligne, et puis, règle générale, ça peut donner d'assez bons résultats. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une espèce de changement de cap dans le type de traduction qu'on va faire. La traduction juridique, elle est très nulle par les machines. C'est trop subtil, c'est trop fin. Il faut évoquer toutes sortes de possibilités. Imaginez, là, c'est un juge ensuite qui interprète, par exemple, une loi. Il y a beaucoup d'ambiguïté délibérée. Les machines, là, c'est pas futé nécessairement pour comprendre ce genre de choses. C'est pour ça que les humains sont toujours nécessaires. Ça n'empêche pas de passer votre traduction par une machine s'il y a lieu, mais ça prendra toujours un humain pour réviser le tout. C'est pour ça que je dis, on va traduire plus vite, on va traduire davantage, on va toujours traduire. Donc, les perspectives d'emploi sont là, les grands cabinets à Québec, Edgar, ils sont 110 traducteurs, Sematov, ils sont une cinquantaine, ce sont des cabinets où tous les traducteurs ou presque sont nos anciens étudiants, y compris les patrons. Alors,
et puis c'est avec eux qu'on travaille nos stages également. Donc, on a une très bonne relation avec le milieu du travail. Alors, les perspectives d'emploi sont bonnes. Le marché a toujours besoin de nous. Et puis, pour ce qui est des différences entre le bac et la maîtrise, ben, écoutez, c'est sûr que si vous arrivez dans un cabinet ou dans un ministère ou dans une grande entreprise, à l'époque, presque toutes les grandes entreprises avaient des bureaux de traduction. Maintenant, c'est moins le cas. Ils font beaucoup de sous-traitance. C'est bon pour ceux qui veulent être travailleurs autonomes, mais c'est moins bon pour ceux qui aimaient davantage être entourés par une équipe. Bell Canada, Hydro-Québec, toutes ces entreprises autrefois avaient des services linguistiques. Certaines en ont encore, mais il y en a moins. Les ministères en ont encore beaucoup, mais il y a beaucoup maintenant de ce travail, y compris le travail gouvernemental, qui est acheminé dans les cabinets, carrément vers les indépendants. Les cabinets eux-mêmes ont une liste de travailleurs autonomes avec qui ils font affaire quand ils sont débordés. Donc, c'est évident que si vous arrivez avec une maîtrise ou un bac, je règle générale, les employeurs, les cabinets vont d'abord vouloir savoir si vous êtes bon. Ils vont faire un test. Alors, ça leur est un peu égal, maîtrise, doctorat. Là où ça joue davantage, c'est par exemple si vous êtes au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada, on sait bien qu'une maîtrise, ça vous met immédiatement dans une tranche de salaire plus élevée. C'est une question simplement technique, là, syndicale. Dans la fonction publique au Québec et au Canada, la maîtrise est considérée comme plus haut. Alors, mais encore une fois, c'est plutôt sur un plan pratique. Hein. Il arrive de son bac, pourquoi est-ce qu'elle ferait un autre bac? Elle est pressée, elle a envie d'aller sur le marché du travail. Pourquoi est-ce qu'elle se retrouverait à nouveau avec des jeunes de 20 ans, alors qu'en plus, c'est pas le même genre d'atmosphère, la maîtrise. Vous êtes 20, 22 dans un séminaire, tout le monde parle, fait des exposés, tout le monde a des choses à dire. Moi, je donne des séminaires de traduction dans le milieu politique, dans les sciences humaines. Tout le monde a des choses à dire sur les grandes réalités de l'heure. Hein. Des enjeux sociaux, qu'est-ce qu'on devrait dire, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire, la censure, l'autocensure, on est là-dedans toute la journée. Donc, dans un séminaire de maîtrise, tout le monde parle de ces questions-là. Au bac, c'est différent. Je veux dire. On est 50 dans une classe, c'est pas... et les jeunes sont du cégep, c'est pas le même esprit. Donc, c'est vraiment assez différent comme atmosphère. Et je pense honnêtement que ben, pour une personne qui a déjà un bac, ben, c'est plus stimulant de se retrouver dans une atmosphère de séminaire à 20 personnes, avec des personnes qui ont des profils différents, qui arrivent avec leur bagage, beaucoup d'étudiants étrangers, qui arrivent avec leur expérience. C'est vraiment assez intéressant. Donc, voilà un peu le tour d'horizon que je voulais vous proposer. Je remercie chaleureusement Émilie d'être venue nous présenter son son de cloche à titre d'étudiante et de me faire voir des choses que j'avais oublié aussi de vous présenter. J'espère que ça a pu répondre un peu à l'ensemble de vos questions, mais sinon, Mélanie qui vient de nous revenir va pouvoir examiner avec vous un peu quelques questions-réponses. On va essayer d'y répondre, Émilie et moi. Sinon, j'imagine que vous pouvez aussi revoir ça en rediffusion. Ça va répondre peut-être à nouveau à certaines questions, mais vous pouvez toujours nous écrire aussi par la suite lorsque vous aurez de nouvelles questions qui viendront plus tard, par exemple. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Mélanie, je vous cède la parole. Excellent. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Donc, comme Louis l'a mentionné, nous sommes maintenant à la période de questions. Donc, il y a deux manières de procéder. Vous pouvez utiliser l'outil questions-réponses en bas de l'écran à votre gauche. À ce moment-là, écrivez votre question et je me ferai un plaisir de la lire pour Louis ou Émilie, comme vous le désirez. Mais également, vous pouvez lever la main à côté de votre nom. À ce moment-là, on débloquera votre micro. Donc, j'avais déjà M. Louis-Philippe Dubé qui m'a fait signe qu'il y avait des questions. Est-ce que vous désirez qu'on ouvre votre micro? Vous allez m'écrire vos questions? En attendant, j'ai également une autre question. Donc, de Jessie qui nous demande si j'ai bien compris, tous les étudiants avec un bac sont admissibles à la maîtrise. Oui, absolument, mais Donc, ça oui. prend encore une fois la moyenne de 3 pour entrer, puis après ça, il y a un examen d'admission quand même qui vous être imposé. Le seul cas où les étudiants n'ont pas besoin de faire un examen d'admission, c'est lorsqu'ils ont fait un bac en traduction à l'Université Laval. Encore une fois, comme je vous le disais, il y en a peu qui suivent ce profil-là. Parfait. Donc, est-ce qu'un baccalauréat multidisciplinaire permet aussi d'accéder à la maîtrise? Absolument. Comment qu'on peut se préparer au test de traduction ou au test d'admission? Émilie, est-ce que vous étiez préparé, vous? Personnellement, non. J'étais juste allée emprunter des dictionnaires français-anglais, unilingue anglais, unilingue français, mais non, pas particulièrement.
Évidemment, ça a changé depuis la pandémie. Maintenant, on fait ces examens à distance. Autrefois, on les faisait en classe à l'université. Les étudiants pouvaient venir avec leurs documents papier, des dictionnaires, par exemple. Si on les a pas, comme Émilie a fait, elle les avait empruntés. Évidemment, maintenant, c'est très différent. On fait ça chez soi et on peut utiliser des dictionnaires en ligne. Ce qu'on ne permettait pas autrefois parce qu'on ne voulait pas que les étudiants arrivent avec leur téléphone ou leurs ordi en classe. Ils faisaient ça à la main. Maintenant, on fait ça à la machine, à l'ordi, à distance. Donc, on va difficilement interdire les dictionnaires en ligne. Puis au fond, moi, un dictionnaire papier ou un dictionnaire en ligne, ça m'est égal. Vous avez le droit à tous ces outils-là. Vous pouvez vous préparer, c'est sûr, faire quelques exercices de traduction. Mais en gros, on ne va pas s'inventer un talent de traducteur en faisant 2, 3 exercices. L'examen va vraiment me montrer où vous en êtes dans votre vie à ce moment-ci en matière de rédaction française et de compréhension de l'anglais. C'est ça qu'on vérifie. Merci. Une question maintenant sur la flexibilité offerte au programme, particulièrement pour les personnes qui sont déjà en emploi. Est-ce que justement, il y a une belle conciliation vie, travail, personnel avec l'horaire? À quoi ça peut ressembler? Ben, on en a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure. C'est une maîtrise où, comme je le disais, on a des gens de toutes sortes d'horizons. Beaucoup sont retournés au marché du travail, retournés aux études par la suite. Donc, c'est évident qu'il y en a beaucoup qui ont des familles, etc. Alors, on a énormément d'étudiants en temps partiel, 2, 3 cours par session. Parfois, il y a même des statuts qui peuvent être accordés de temps plein lorsque certaines conditions sont réunies. Une famille monoparentale, par exemple, bon, etc. Mais oui, il y a beaucoup de flexibilité. Justement pour ça, on est très conscient qu'on a des personnes d'horizons très variés. Merci. Est-ce que les périodes d'admission, en fait, est-ce que c'est à toutes les sessions qu'on peut commencer le programme ou c'est seulement à l'automne? Alors, les admissions sont acceptées en septembre et en janvier, pas à l'été. Alors, on fait des examens. On peut déjà commencer à faire une demande d'admission maintenant pour septembre. Mais on fait des examens d'admission à toutes sortes de moments. Comme c'est à distance, c'est pas très compliqué. On fait ça quand ça convient aux candidats, etc. On fait des examens d'admission même tardifs jusqu'à fin juillet. Et puis, c'est préférable de commencer en septembre parce que les cours, comme je vous montrais dans la description tout à l'heure, les cours de base de traduction générale et de terminologie se donnent en septembre. Mais ceci étant dit, on accepte tout de même des étudiants qui commencent en janvier. À ce moment-là, ils vont faire un cours de traduction spécialisé sans avoir fait le cours de traduction de base. C'est un petit peu plus déconcertant peut-être pour certains, mais d'autres qui ont déjà un petit peu d'expérience, puis tout ça, ça leur permet de ne pas attendre inutilement en septembre quand ils sont prêts à entrer en janvier. On n'en a pas beaucoup, mais on en a cette année 5, 6 là, qui sont entrés en janvier. Est-ce que la maîtrise peut se faire à distance ou nous devons être absolument sur place? Ben, ça, c'est un peu un problème ponctuel. Nos cours sont en présentiel normalement. Évidemment, avec la pandémie, tous les cours sont maintenant à distance. Mais dès septembre prochain, mon cours d'interprétation, par exemple, je vais le donner en présentiel, quelle que soit la situation sanitaire. On aura quelques dérogations. On sait que les choses maintenant évoluent. On pense qu'il y aura plus de cours en présence, mais il y en a encore pas mal à distance. Mais je ne peux pas vous dire que ça va être entièrement à distance, ce serait faux. Et de toute façon, en janvier, ce ne le sera plus, fort probablement. Donc, il faut considérer qu'à un moment donné à un autre, il va falloir être ici à Québec. Et à l'heure actuelle, nous avons des étudiants en France, au Sénégal, au Nigeria, et puis bah, ça fait leur affaire, effectivement. Ils sont chez eux, ils ont trouvé une bonne connexion Internet et ils font tout le tour. Et on ne peut pas imaginer que ça va être comme ça éternellement. Parfait, merci. Une autre question. Est-ce qu'on doit absolument, en plus de la spécialisation de l'anglais, est-ce qu'on pourrait choisir la langue allemande aussi dans le programme? Le problème, c'est que il faut choisir une langue qui est travaillée par l'un des profs. Alors, on a déjà eu un prof, par exemple, qui avait le russe. Alors, les étudiants pouvaient prendre le russe pour faire leur essai. On s'entend, on parle de l'essai, là. Hein? Les cours sont en anglais-français. Moi, je travaille l'espagnol et l'italien. Bon, ben, très bien. Mais pour le moment, parmi nos collègues, ça se limite pas mal à ça pour ce qui est des autres langues. Malheureusement, l'allemand, pour le moment, il n'y a personne. Mais on ne sait pas, on vient d'annoncer qu'on allait enfin engager un autre prof. Là. Ben, il y a un prof qui part à la retraite, malheureusement, donc on engage un. On n'est pas gagnant comme tel, mais qui sait, cette prof aura peut-être une autre langue. On a déjà eu quelqu'un qui travaillait le portugais. Et puis, on a déjà eu aussi des cas où le prof ne travaillait pas la langue,
mais l'étudiant se trouvait un autre prof à l'extérieur du réseau des profs de traduction pour ce qui est de la compréhension de la langue. Et finalement, les essais sont toujours corrigés par un autre collègue. L'autre collègue ne pouvait pas juger de la qualité de la traduction, en tout cas pour ce qui est de l'équivalence linguistique, mais elle jugeait du travail final en français. Puis on faisait confiance aux profs d'allemand ou de russe, d'autre part, pour ce qui était de l'équivalence sémantique. Alors ça se peut. Toutes sortes de choses sont possibles. Donc, j'ai avec une dernière question. Est-ce que des cours qui peuvent être suivis à l'externe, par exemple à la TECLO, peuvent être reconnus dans la maîtrise s'ils ont déjà été suivis? Des cours faits antérieurement, oui, bien sûr. Dans d'autres universités, est-ce Dans qu'on d'autres reconnaît des cours de d'autres universités au programme? On reconnaît des cours d'autres universités et des cours de notre université, dans la mesure où ce sont des cours de deuxième cycle. Maintenant, l'université ne permet plus que des cours de bac soient reconnus à la maîtrise. Autrefois, vous preniez un cours d'espagnol avancé et je pouvais mettre ça dans la règle 4, dont on en parlait tout à l'heure, un cours de bac. C'est plus possible, malheureusement, c'est une règle de l'université. Mais tout cours de maîtrise jugé pertinent, vous avez une maîtrise en littérature avant de venir chez nous, c'est évident que je vais prendre 2, 3 de vos cours de maîtrise de littérature dans la règle 4, surtout si vous faites un essai en traduction littéraire. Et si vous avez fait ça à Montréal ou à Ottawa, ça marche aussi. Excellent, merci. Donc là, je sais qu'il va y avoir d'autres questions, mais pour toutes les personnes qui auraient encore des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans l'outil questions-réponses. Et à la suite de la conférence, nous, on va vous contacter là, pour répondre à vos questions. Ça nous fera plaisir. Puis il y en a qui ont des questions plus personnelles aussi. Là, donc, on va vous répondre là, personnellement là, à la suite de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, bien, je vous remercie tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre intérêt. Vous avez eu de nombreuses questions. Vous avez beaucoup participé. On est vraiment contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, nous allons vous envoyer un courriel de suivi dans lequel il y aura la conférence en rediffusion, mais également les coordonnées de M. Louis Jolicoeur. Là, comme ça, si vous voulez contacter par la suite, n'hésitez pas à le faire. Donc, je vous remercie beaucoup encore de votre intérêt. Au plaisir de vous accueillir au sein de notre faculté. Salutations à tout le monde.